Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Point Culture, qu'on remercie d'ailleurs de nous accueillir pour ces rendez-vous qui sont amenés, j'espère, à se reproduire. Enfin, je dis ça, moi je ne suis pas de Bruxelles, hein, mais bon, je trouve ça sympathique. Aujourd'hui, je suis avec trois personnes qui ont contribué activement. Une quatrième, malheureusement, Ludovic Requia ne saura pas nous rejoindre. Qui ont contribué activement à ce cahier de l'éducation permanente. Vous savez que Présence et Action Culturelle publie de manière régulière les cahiers de l'éducation permanente, et celui-ci d'une culture de l'urbanité, expérience partagée et à partager, tourne autour de questions qui nous préoccupent souvent, mouvements d'éducation populaire ou associations de type socioculturel. C'est la question de l'existence et des liens entre la culture en milieu urbain et le développement de certaines formes d'urbanité nouvelle, et donc est-ce que ça favorise ou pas les liens entre citoyenneté et culture, etc. Donc on pourrait aller plus loin sur le lien culture et société au sens large, qui nous, par exemple, à Charleroi, d'où je viens, nous préoccupe énormément, puisque, comme vous le savez, la ville est complètement en métamorphose, et son épicentre est un vaste chantier et un vaste cratère. Il n'empêche que depuis quelques années, son attractivité reste tout entière liée à la dynamique culturelle importante de lieux, de nouveaux lieux qui se sont créés malgré l'état de chantier de la ville. Donc c'est bien d'avoir des points de vue très différents sur ces sujets, parce que tout ça c'est une réalité très fragmentée, aussi fragmentée que les réalités urbaines d'aujourd'hui. Donc on avait donc le point de vue de la Louvière qu'on n'aura pas aujourd'hui, autour de la création d'un espace dédié à la mémoire de la faïence, en but aujourd'hui à des projets immobiliers de type commerciaux. Je vous engage une fois de plus à lire le compte-rendu que Ludovic nous fait de cela dans ce numéro, qui est en vente 8 €, comme ça j'ai même dit le prix. On va avoir un autre point de vue qui est aussi le point de vue très important pour nous de Mons, avec Loïc Cléret, qui est chargé de projet, des projets territoires, donc les projets les plus participatifs et citoyens. Donc il n'est pas une mince affaire dans la dynamique de la capitale culturelle. Donc il nous fera un petit exposé sur la suite de ce qu'il a écrit aujourd'hui, parce qu'évidemment toutes ces choses-là avancent au fur et à mesure. Et puis la dynamique montoise, comme vous le savez, est enclenchée depuis quelques mois. On a aussi le plaisir d'accueillir Raphaël Wolf, qui est chef de service communication et relations extérieures du musée du Louvre à Lens. Ce grand projet de décentralisation ouvert depuis 2012, si je ne m'abuse. Un jet de pierre de chez nous. Donc c'est aussi intéressant de voir comment de tels projets naissent dans un environnement qui a priori ne sont pas favorables à l'implantation d'un projet culturel imposant. Et puis je lui demanderai d'intervenir en dernier, ce qui n'est peut-être pas très vieille France, mais je ne suis pas très vieille France. C'est Véronique Naumgrap, qui est une anthropologue, sociologue, ethnologue, pour avoir le plaisir elle nous a accompagnés dans le safari urbain de Nicolas Bouissard à Charleroi il y a un an de cela, et c'est vraiment quelqu'un qui a une expérience de terrain assez forte et qui a un point de vue aussi très original sur ces liens, et notamment un regard sur une réalité française qu'on connaît très peu chez nous sur notre espace réduit en Belgique. C'est les zones périurbaines qui se développent en périphérie immédiate des grandes villes, et donc le lien aussi avec la culture lui donne l'occasion d'avoir un point de vue très original et pertinent. Alors, je suis aussi, moi je ne suis que modérateur, donc je voudrais simplement que vous puissiez participer le plus possible à nos échanges. Ne pas hésiter à poser de questions, parce que comme vous le savez, c'est en posant des questions qu'on fait avancer un petit peu le savoir. Donc nos intervenants vont vous proposer pendant, je dirais, entre 5 grosses minutes et 10 petites minutes, un exposé des choses qu'ils ont à dire, en lien évidemment avec ce qu'ils ont écrit ici, mais peut-être déjà qui prennent des tangentes, enfin chacun est libre de dire ce qu'il veut. Et entre chaque exposé, je vous passerai la parole. Donc je pense qu'on ne va pas attendre que les trois personnes aient parlé, donc entre chaque. Et puis avec Véronique, je pense que de toute façon, il y aura des questions qu'elle-même aura peut-être envie de vous poser, ou qu'on se posera par rapport à ces réflexions plus méta. Voilà, si ça vous va, on y va. Je vais peut-être passer la parole au hasard. On va parler de...
de Lens maintenant. J'ai préparé juste une petite présentation parce que je ne sais pas si tout le monde ici connaît au moins de nom le projet le musée du Louvre-Lens et si d'autres peut-être l'ont déjà visité. Donc l'idée c'est effectivement de représenter les grandes lignes du projet. Alors pour résumer ce projet, moi j'aime bien citer cette phrase qui est une phrase d'Henri Loiret. Henri Loiret a été président-directeur du musée du Louvre à Paris de 2001 à 2013. Donc il a initié le projet du Louvre-Lens jusqu'à son inauguration. Il a quitté ses fonctions peu de temps après, qui a dit « Le Louvre est une chance pour Lens, Lens est une chance pour le Louvre. L'avenir du Louvre passe désormais par Lens ». Cette phrase a été prononcée à un moment où on ne disait pas encore que l'avenir du Louvre passe par de toute façon un ailleurs. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, l'ailleurs, il est implanté à Lens depuis 2012. Il va s'implanter d'ici un an à peu près dans une terre bien différente qui est celle des Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Mais c'est vraiment l'idée de dire que ce qui est l'originalité, la force de ce projet, c'est que ça n'est pas à aucun moment le Louvre qui est venu, on va dire, sauver une terre de friche industrielle ou avec des difficultés sociales, mais au contraire, le Louvre a cherché à travers ce projet à développer des choses qu'il ne pouvait pas développer à Paris dans le musée historique. Donc pourquoi le Louvre à Lens? Juste dans les grandes étapes du projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un projet qui a pris à peu près 10 ans, entre 2003 et 2012. Il y a une étape qui est un peu clé là-dedans, c'est le choix et la décision en 2004. C'est très intéressant, notamment qu'on repense à ça en parallèle avec ce qu'on va parler ce qu'on va dire autour de Mons, puisque 2004, c'est l'année où Lille a été capitale européenne de la culture. Et c'est vraiment une étape clé, puisque ça a vraiment était le point de départ d'un redynamisme du secteur culturel en région Nord-Pas-de-Calais, donc cette région qui est située au nord de la France, désormais à 1 heure de Paris depuis le TGV mis en place dans les années 80-90. Donc du coup, il y a eu cette étape-là qui est vraiment une étape importante, et ensuite à peu près une petite dizaine d'années jusqu'à l'inauguration avec un concours d'architecture qui a été remporté. Je vais y revenir après sur cette question de l'architecture qui est vraiment une question importante justement dans notre débat aujourd'hui sur la question de l'urbanité, remportée par un cabinet japonais, qui est le cabinet Sana. Donc juste ici une petite vue aérienne parce que ça vous permet de prendre conscience justement de l'implantation du musée dans son tissu urbain. Alors vous voyez qu'on n'est pas du tout dans un musée qui est en centre-ville. C'est un musée qui est dans une zone, d'abord qui est dans un parc qui lui-même fait à peu près 20 hectares. Et qui se trouve au milieu d'anciens habitats miniers, donc essentiellement ce qu'on appelle des corons dans notre appellation à nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui sont en fait de l'ancien habitat minier. Donc des petites maisons, les unes à côté des autres, qui étaient mises à disposition des mineurs et qui aujourd'hui sont pour partie transformées en logements sociaux, pour partie encore habitées par notamment des veuves de mineurs qui ont toujours l'ayant droit. C'est, pour faire une analogie avec la Belgique, un contexte urbain qui est un peu similaire à celui du Grand Ornu. Pour ceux qui connaissent le Grand Ornu, avec qui nous d'ailleurs on travaille beaucoup. Donc effectivement le choix de cette ville de Lens a été fait d'abord par sa situation géographique avec donc ce terrain disponible, une position qu'on a jugée stratégique au cœur de l'Europe puisque bon si je suis là aujourd'hui c'est effectivement parce qu'on a eu la gentillesse de me solliciter pour ce débat et ce numéro, mais nos liens avec la Belgique sont très forts. Il faut savoir qu'on a plus de 15% de notre public qui est belge. C'est vraiment un signe fort justement de notre proximité et de notre dimension européenne. On est effectivement à 2 heures de Paris, 2 heures de Bruxelles, 2 heures de Londres avec différents modes de transport et avec un réseau de transport qui était déjà préexistant à l'inauguration du musée. Donc juste quelques images pour que vous vous rendriez compte des choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés au musée. Le
symbole fort du musée, c'était architecture, une architecture qui est faite de verre et d'aluminium et qui est entièrement de plein pied. C'est-à-dire c'est pas du tout un bâtiment en élévation. C'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire que au moment où il a été choisi, il faut bien réaliser qu'en 2004, quand on a implanté le Louvre, on a pris la décision d'implanter le Louvre à Lens, et en même temps, c'est peut-être un projet qu'on pourra aussi évoquer dans le débat tout à l'heure, le projet du Centre Pompidou à Metz, qui a inauguré quelques années avant nous. Ce qu'on regardait, c'était le Guggenheim à Bilbao. On regardait bien évidemment les effets induit en termes de développement économique et urbain du Guggenheim à Bilbao, mais on regardait aussi l'architecture du Bilbao, du Guggenheim, et une architecture qui est extrêmement sculpturale, presque grandiloquente. Et ici, c'est un choix à Lens qui a été totalement à l'opposé qui a été fait, qui est une architecture extrêmement discrète, voulue pour que justement, entre guillemets, elle n'impressionne pas le territoire. C'est-à-dire que dans ce territoire qui n'est pas familier de la culture, qui avait et qui a toujours aujourd'hui une expérience de la pratique culturelle qui est extrêmement faible, l'idée était d'avoir un bâtiment qui soit le moins impressionnant possible pour ne pas accentuer l'effet « ce lieu n'est pas pour moi, ce lieu est trop compliqué pour moi, ce lieu a été pensé uniquement pour des touristes parisiens qui viendraient s'encanailler dans le nord de la France pendant une journée ». Donc du coup, ce choix, il a été fait avec, ici vous voyez une vue du hall d'accueil, et on verra d'autres vues des espaces d'exposition, avec deux matériaux essentiels, le verre et l'aluminium, dans l'idée que ces deux matériaux sont des matériaux qui connectent l'intérieur et l'extérieur. Le verre, c'est assez naturel. Dans ce hall d'accueil, ça permet de l'extérieur de voir à l'intérieur. Et une fois qu'on est à l'intérieur du bâtiment, de voir le paysage environnant. Et l'aluminium, qui est peut-être, qui est utilisé à la fois à l'intérieur des espaces d'exposition et à l'extérieur, permet pour les espaces où les œuvres sont exposées, qu'on peut bien évidemment pas mettre en lumière naturelle, de créer un reflet qui est extrêmement fantomatique, mais qui permet de faire le lien justement entre le bâti et ce qu'il y a autour. Donc le point fort, le point clé du musée, et ce pourquoi le Louvre-Lens justement est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à Paris, c'est cet espace qui est la Galerie du Temps. Donc la Galerie du Temps, c'est un espace de 3000 m² dans lequel on a 200 œuvres qui sont prêtées par le musée du Louvre à Paris, qui sont des œuvres qui, en très grande majorité, contrairement à ce qui a pu se dire avant l'ouverture du musée, étaient exposées en salle à Paris, donc ce ne sont pas des œuvres de réserve, sauf quelques cas particuliers, et qui sont présentées dans une muséographie qui est totalement différente, puisque à Paris, comme dans à peu près tout musée encyclopédique, tout est sectionné par département, les peintures, les sculptures, et les peintures, vous avez l'école française à un endroit, les écoles du Nord à un autre, etc. Là, on a tout qui est dans un seul espace, où il n'y a aucune subdivision, et qui présente tout dans un ordre strictement chronologique. À l'heure actuelle, cette muséographie n'existe dans aucun autre musée au monde. Et ça permet à la fois d'avoir quelque chose qui est extrêmement pédagogique pour le public qui ne pratique, qui a peu d'expérience de la pratique culturelle, puisque qu'y a-t-il de plus simple à comprendre que c'est dans l'ordre chronologique, et en même temps pour du public familier de l'expérience muséale, ça crée une muséographie qui permet une liberté de visite et des rapprochements visuels entre des œuvres qui sont impossibles dans une autre forme de muséographie. En dehors de ça, je passe très vite, mais on a aussi une politique d'exposition temporaire, 2 expositions temporaires par an. On a également un espace qui est assez important qui s'appelle les coulisses du musée, dans lequel on peut voir à l'intérieur d'une réserve visible et visitable. Et nous avons également des ateliers de restauration, là encore, qui sont visitables et dans lesquels le public peut voir les restaurateurs travailler. C'était une autre idée de dire on va faire à Lens ce qu'on ne peut pas faire à Paris, puisque à Paris on ne montre pas l'arrière du musée. On a également un lieu de spectacle dans lequel on programme beaucoup de choses. Et juste un petit mot pour finir, pour vous décrire rapidement quels sont aujourd'hui, finalement, 2 ans et demi après, puisque le musée a ouvert inauguré le 4 décembre 2012, ouvert le 4 décembre 2012 sur nos publics. Aujourd'hui, on a un public juste qui est... sa caractéristique, c'est qu'il est un peu plus âgé que d'autres musées
en France, mais il y a quelque chose qui est absolument flagrant, c'est les 21% de catégories employés et ouvriers. C'est-à-dire, et c'est vraiment là que est une des réussites du musée. Généralement, dans les musées en France, on est en dessous de 15%, voire dans les musées parisiens plutôt autour de 10-12% de cette catégorie socio-professionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un enjeu important, qu'a permis le musée justement par son territoire d'implantation qui regroupe, on va dire, un fort taux de chômage et des populations relativement en difficulté. Et si on regarde maintenant la question de la provenance des visiteurs, donc voilà, je vous laisse vous-même regarder vos concitoyens de Belgique qui représentent 17% de la population, de nos visiteurs au global, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ratio qui est quasiment parfait entre les visiteurs venus de la région Nord-Pas-de-Calais. On est situé à peu près au milieu de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est important à dire parce que ça veut dire que utiliser cette limite administrative n'est pas complètement un non-sens en termes de profil de visiteurs, avec 7% qui viennent de l'Anciévin, donc vraiment de la proximité à 10 km autour du musée, et effectivement ensuite un ratio qui est bien réparti entre les différents pays. Aujourd'hui, on a accueilli 1 650 000 visiteurs depuis l'ouverture. C'est un petit peu au-dessus des prévisions qu'on avait fait, mais je pense que vraiment la réussite du musée, elle est plutôt justement dans cette répartition et dans le fait qu'on a réussi à capter des publics. Alors on reviendra peut-être, j'ai essayé ici de présenter un panorama global. Dans l'article que j'ai écrit, je reviens aussi sur tout le travail qui a été fait. On y viendra peut-être tout à l'heure en amont de l'inauguration du projet, parce que bien évidemment, ces résultats-là ne sont pas quelque chose qui a commencé le 4 décembre 2012, mais qui s'est initié bien avant. Et du coup, on peut dire aujourd'hui qu'on a réussi une expérience qu'il faut faire durer, c'est ça l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire revenir les gens, il faut encore travailler le territoire local pour justement favoriser l'appropriation, mais on a comme ça eu ce projet qui aujourd'hui est unique, qui a la chance en fait. Vraiment, je reviens là-dessus, le Louvre est une chance pour Lens, Lens est une chance pour le Louvre, d'être à la fois quelque chose qui a été un apport pour le territoire, mais qui a aussi été un apport pour le musée du Louvre. On pourrait parler pendant des heures des réflexions qui sont en cours au musée du Louvre à Paris en termes de médiation et d'approche de relations avec les publics qui sont nées de l'expérience lensoise, parce que il n'avait pas cette expérience-là compte tenu du cas très très particulier dans les musées, j'ai envie de dire mondiaux, que représente le musée du Louvre. Voilà. Donc merci Raphaël Wolf. Peut-être une question tout de suite par rapport à ça, je demande. Donc, on parle culture et urbanité, donc on parle architecture aussi. Donc l'architecture, le choix architectural, hein, est-ce qu'il contribue aussi, je dirais, à une désacralisation du lieu de culture, ce qui n'est peut-être pas le cas à Paris, où ça reste quand même... Alors voilà, effectivement, je pense que dans le choix de l'architecture, il y a deux choses qui sont à souligner. Effectivement, le contraste qu'il y a avec à Paris, puisque ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Louvre à Paris, avant d'être un musée, je parle historiquement parlant, est un palais d'une résidence royale du temps de l'Ancien Régime. Bon bref, on n'est pas là pour faire une histoire du Louvre. Mais du coup, a ce caractère extrêmement impressionnant. Et le choix qui a été fait, effectivement, ce qui est symbolique, c'est donc j'ai évoqué ces questions de matériaux, mais c'est aussi la question de musée-parc, c'est-à-dire on est un musée qui est implanté dans un parc de 20 hectares, le parc étant implanté sur un lieu qui était une ancienne, on va dire, friche. Enfin, friche, c'est pas le bon mot, parce que c'était quand même un endroit qui était accessible. Si vous voulez, pour faire court, c'est un endroit où les gens allaient promener leurs chiens. Et l'important, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi, malgré les 3 années de chantier, alors ça a été un peu long, hein, c'est vraiment quelque chose qui a pris 1 an et demi, 2 ans, mais justement à réavoir du coup cette population qui se balade dans le parc, sans forcément rentrer dans le musée, mais qui du coup crée ce lien. Et c'est dans ce sens-là que l'architecture est quelque chose de très important, parce que elle a été vraiment pensée pour le territoire, à tel point que, si vous voulez, enfin, moi je travaille essentiellement à la communication, donc à la promotion du musée.
en termes de communication, pour être très honnête, ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir un bâtiment type Guggenheim à Bilbao ou Centre Pompidou-Metz, quelque chose qui soit un peu vroom, un joli signal. On prend l'ombre portée, on en fait un joli logo, c'était parfait. Mais nous, on n'a pas ça. Le bâtiment est pas fait pour être impressionnant, pour être un signal dans la ville. Il est fait pour être un lieu ouvert sur l'extérieur. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut rebondir, ajouter quelque chose? Quelqu'un qui a été peut-être au Louvre-Lens? Monsieur. Oui, Paul Dormel. D'abord, c'est une réussite. J'ai eu beaucoup de plaisir à visiter. On va vous passer un micro, il arrive. C'est peut-être, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à visiter le musée, effectivement. Je trouve que c'était une réussite, notamment tout ce qui est la scénographie. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant, la Galerie du Temps. Une question. Comme urbaniste, je vous pose une question. C'est-à-dire, d'une certaine manière, vous avez cité deux exemples qu'on connaît bien, Bilbao, Metz, etc., où il y a finalement une relation entre l'infrastructure, l'équipement, si on peut dire, et la ville. Et celle-ci cette relation me paraît quand même assez ténue, si pas difficile ou quasi impossible, comme valeur ajoutée pour la ville elle-même. Parce qu'on est loin de la ville, on est relativement loin de la ville. Et donc, la question c'est, y a-t-il des perspectives, à votre sens, ou des initiatives qui pourraient être prises? J'en invente une qui est certainement improbable, c'est d'avoir une liaison de tram, en tramway, entre le musée et le centre-ville, qui permettent de valoriser, de créer des synergies entre une ville qui a besoin de se rénover, de se revitaliser, et un équipement de ce type. Alors, effectivement, la question du rapport entre le musée et la ville est une question qui est complexe chez nous. Pourquoi? Il y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, la première qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça s'appelle le Louvre-Lens, mais dans la réalité, le terrain du musée est à cheval sur deux communes, à savoir Lens et Liévin, qui est de l'autre côté. Donc, quand vous arrivez par la gare de Lens ou si vous arrivez en voiture, généralement vous stationnez au parking du stade, vous arrivez côté Lens. Mais en fait, l'autre extrémité du parc est située sur le territoire de la ville de Liévin. Et le simple fait que l'appellation soit Louvre-Lens, du coup, crée déjà un premier décalage avec la ville qui est de l'autre côté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est une question d'histoire politique du projet. Lié à une question de contexte économique. Ce projet a été voté et décidé en 2004, donc avant un contexte de crise économique. Et à cette époque-là, il y avait une implication beaucoup plus forte des pouvoirs publics locaux. Je ne parle pas des pouvoirs publics à l'échelle régionale, je parle des pouvoirs publics vraiment à l'échelle locale, qu'elle n'a été à la fin des années de construction, donc entre 2008 et 2012. La deuxième chose liée à ça, c'est le contexte de crise économique, c'est-à-dire que quand on interroge plutôt les acteurs privés autour du projet, je pense au secteur de l'hôtellerie-restauration en particulier, on se rend bien compte que la crise économique de 2008 et ses conséquences a freiné des initiatives qui auraient pu être prêtes davantage au moment de l'inauguration du musée et qui aujourd'hui commencent seulement à se mettre en place de nouveaux hôtels, de nouvelles infrastructures. Donc concrètement, effectivement, le musée n'est pas en centre-ville, le musée est à 20 minutes à pied du centre-ville, 10 minutes de navette de la gare, et ça crée effectivement une situation qui encore aujourd'hui reste à construire. On a effectivement, pour répondre à votre question, de vraies perspectives. Il y en a une en particulier qui est liée au fait qu'en 2016, la France et notamment Lens va accueillir la Coupe d'Europe de football. Et nous allons accueillir 4, je ne suis pas tout à fait sûr, 4 ou 5, je ne sais plus, matchs au stade Bollaert à Lens. Donc le stade est vraiment situé à proximité immédiate du musée. Il y a 7 minutes à pied entre le musée et le stade. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir cette deuxième deadline, je dirais la deadline de 2012 était l'ouverture du musée, la deadline de 2016 c'est l'Euro, pour justement qu'aujourd'hui la dynamique
est enclenchée. La dynamique d'ouverture de nouveaux hôtels, justement, qui étendent le périmètre urbain, est enclenchée. La dynamique avec les commerçants du centre-ville pour que, justement, ils attirent le visiteur et le touriste potentiel après sa visite du musée, elle est enclenchée. Aujourd'hui, par exemple, ça a pris du temps, mais on a réussi à faire en sorte que notre navette gare-musée ait le droit, face au retour des arrêts en centre-ville, ce qui incite justement les visiteurs à visiter le centre-ville. On travaille avec l'Office du tourisme pour faire en sorte que tous les jours, il y a une visite qui, à 14h30, part du musée et ramène les gens à pied en centre-ville pour voir tout ce qui est façade art déco, etc. Donc, c'est effectivement quelque chose qui n'était pas du tout, faut dire, et même au niveau de la signalétique, pas du tout au point au moment de l'inauguration du musée, et qui aujourd'hui, voilà, prend vraiment son essor. Mais l'idée aussi était effectivement d'être un musée qui est en territoire d'ancien habitat minier, donc dans un territoire urbain extrêmement complexe où la notion de centre-ville même ne peut pas du tout être appréhendée de la même manière que dans une ville, justement, que à Bilbao ou à Metz, par exemple. Peut-être que, Véronique, sur la notion de centre-ville, tu aurais peut-être une réflexion comme ça, à chaud. Disons qu'à chaud c'est difficile et très vite ce serait... Ne t'étends pas. Peut-être, oui, peut-être je garde pour tout à l'heure. D'accord, ok, super, on note. Alors, s'il n'y a plus de questions... S'il y a encore une question, allez-y. Madame aussi, mais vous avez tout le monde à droit. Bonjour, Jean-Claude Anglebert, je suis échevin de l'urbanisme à Forêt, commune de la région bruxelloise. Et votre présentation me donne envie de faire une petite comparaison entre les politiques menées dans votre pays et dans le nôtre, et en particulier la question de la politique territoriale. J'ai le sentiment que dans le choix de Lens, il y a l'envie d'un contre-pied ou d'un contrepoint dans un pays où il y a une culture et une magnification assez forte de la ville, où là on est assez opposé à ce qui se fait en Belgique. Mais bon, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. Et ce qui m'a frappé dans votre exposé surtout, c'est l'impression que ça donne d'avoir qu'il y a eu une réflexion extrêmement profonde sur la question du lien de l'établissement avec son territoire et de son ancrage territorial d'une manière plus générale. Là où, en tout cas pour mon expérience et spécialement dans ma commune, l'idée est plutôt de prendre des murs, spécialement des murs patrimoniaux. Donc ma commune est une commune où il y a une grosse activité industrielle, des brasseries notamment, où des anciennes brasseries ont été rénovées. Sans aucune réflexion sur la fonctionnalité des bâtiments autre que de se dire que ce serait utilisé à des fins culturelles, et en laissant totalement, notamment la question de l'ancrage territorial, à l'équipe, à la petite équipe qui exploite le lieu. Alors j'ai une question également en matière de pratique culturelle. Donc vous avez expliqué qu'il y avait un lieu de spectacle, mais je me posais la question de savoir si vous avez, s'il existe ou si vous avez en projet d'avoir également des pratiques culturelles dans l'espace public, que ce soit des pratiques d'art vivant ou des pratiques d'art plastique qui fassent un lien plus matériel avec le territoire au niveau de ces pratiques. Alors, effectivement, je vais commencer par votre deuxième question. Je pense que ça souligne quelque chose qui est important, c'est que nous sommes un lieu qui, à la fois parce que c'est dans l'essence même du projet et un peu en réaction à ce qu'a provoqué la décision d'implantation du Louvre à Lens en 2004, travaille dans une dimension partenariale avec l'extérieur au sens large, et donc le territoire, sur quasiment tout. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a quasiment pas un aspect de la vie du musée. Nous avons un lieu, alors j'en ai pas parlé, mais il y a un petit lieu d'exposition qu'on appelle le pavillon de verre, sur lequel on monte des expositions en lien avec les musées de la région Nord-Pas-de-Calais. Tout ce qui est le programme d'activité pour les scolaires est fait en partenariat avec la ville et le département, puisque en France, l'éducation dépend selon les niveaux de différents niveaux d'administration. En termes, je sais pas, tout simplement de communication, je n'ai jamais fait un salon de promotion
en France, enfin dans le Nord-Pas-de-Calais, en France ou à l'étranger, tout seul. On y va toujours soit avec une autre structure culturelle, soit avec l'Office du tourisme, soit avec le comité régional du tourisme. Et c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans les gènes du musée de ne pas travailler tout seul. Parce que effectivement, ça fait partie de l'essence même de ce projet. Et en plus, ça a permis de prendre le contre-pied de la réaction négative qu'il y a pu avoir lors de la décision d'implantation, qui était de dire mais qu'est-ce que vient faire cette espèce d'ovni au milieu de l'Anse. Alors la réaction était des deux côtés, c'est-à-dire que quand vous relisez ce qui s'est dit dans la presse à cette époque-là, vous aviez le territoire qui disait c'est pas pour nous et n'a-t-on pas mieux à faire de notre argent. Faut quand même pas oublier que ça a coûté 150 millions d'euros cette affaire, donc c'est quand même pas rien. Et de l'autre côté, du côté cultureux parisien, la réaction, mais on va prêter ces choses-là chez les ploucs. Enfin, c'était ça hein, qu'on disait. Hein, je veux dire, mais vraiment, hein, je veux dire, faut reprendre les choses telles qu'elles sont. Et moi, j'ai même le souvenir que moi, à titre personnel, je travaillais à Paris avant, jusqu'à fin 2011. Et moi, déjà dans le domaine culturel, et quand j'ai expliqué aux gens que j'allais partir travailler là-bas, on m'a regardé, on m'a dit mais t'auras plus de métro, plus de théâtre, plus de rien. Puis alors, en France, en plus, le problème de la centralisation, c'est autre chose. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fort, cette dimension partenariale, effectivement. Ensuite, par rapport à la question de la scène, effectivement, on a des partenariats. Alors là, ça rentre. Je vais peut-être pas être très long là-dessus. On en reparlera après si vous voulez, parce que ça, c'est lié à la structuration assez complexe qu'est le spectacle vivant en France, avec les systèmes des scènes nationales en région, etc. En gros, effectivement, on travaille beaucoup avec les structures environnantes, c'est-à-dire qu'on programme. On fait énormément de coproduction avec d'autres structures de spectacle vivant alentour. Et pour ce qui est on va dire du hors les murs, c'est-à-dire vraiment la création hors contexte de salles de spectacle, etc., on le fait beaucoup, en fait, essentiellement dans le cadre d'opérations événementielles. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on va avoir la nuit des musées en France samedi soir. Donc là, c'est des choses où on va faire des choses dans la ville l'après-midi. On fait aussi des choses plutôt au moment des journées du patrimoine. Donc c'est quelque chose qu'on fait, mais sur un côté plutôt événementialisé, pour justement un peu faire ressortir les choses au moment d'événements particuliers. Et sur votre première question, j'avoue que j'ai pas de réflexion là comme ça qui me vient. Question belgo-belge. Mais monsieur, madame, qui avait levé le doigt tout à l'heure. Oui, on ne vous oublie pas. Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup retrouvé les émotions que j'avais eues en visitant le musée dans votre descriptif. Et c'est vrai que cette architecture a sa place dans ce paysage-là. Je l'ai visité un jour gris, où vraiment le gris du ciel c'est mieux quand il fait gris que quand il fait beau. Était en harmonie avec les matériaux du musée. Et c'était vraiment quelque chose qui était comme une évidence. La question que j'aurais concerne l'aménagement immédiat autour du musée, les jardins. Parce que bon, il y a un grand parc, mais les apports immédiats sont vraiment un jardin qui a été conçu et qui est aussi très intéressant quand on regarde ces jeux de relief, le choix des matériaux, etc. Or, comme visiteur, j'ai été un peu frustrée qu'il n'y ait aucune information sur la conception du jardin. Donc j'ai bien regardé, j'ai cherché, mais j'ai trouvé aucune réponse, ni dans aucun guide. Et je me demandais si ça avait été aussi conçu par le cabinet japonais. Parce que j'avais le sentiment de reconnaître un peu un bosquet d'arbres et des choses comme un clin d'œil d'Ikebana, paysager. Et j'aurais été intéressée de savoir un peu comment avait été conçu ce jardin et qu'est-ce qu'on avait voulu exprimer. Alors, effectivement, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'un point de vue pragmatique, par rapport à votre question, on a mis en place les panneaux d'information l'été dernier. Donc l'été 2014. Je ne sais pas si vous l'avez visité avant, mais si vous avez visité avant, il n'y avait rien. Le jardin, il y a une problématique toute simple, c'est qu'on a ouvert ce musée en décembre 2012. Donc la nature, c'est la nature. Donc en décembre, le parc, c'était pas un parc, c'était Verdun, quoi. Je veux dire, on a inauguré avec de la boue, enfin vraiment la catastrophe complète. Donc aujourd'hui, je pense que l'été 2015 sera vraiment le premier été où le parc est à maturité. En termes de conception. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, effectivement, l'originalité de ce projet, alors, c'est d'avoir eu un concours qui était commun
qui intégrait la dimension paysagère. Donc ce ne sont pas directement Sanaa, c'est une paysagiste française qui s'appelle Catherine Mosbach, qui a conçu le jardin, mais dans la même équipe, si vous voulez, c'est une équipe commune qui a conçu la globalité. Et effectivement, alors, il y a un peu un esprit... c'est pas tellement un esprit japonais, mais un esprit minimaliste dans la conception du jardin qui peut rappeler effectivement les jardins japonais, mais surtout ce qui est important, c'est que c'est un jardin, et ça effectivement maintenant c'est bien expliqué sur les panneaux d'information, qui reprend en fait la topographie du lieu quand il était en exploitation minière. Et notamment, je ne sais pas si vous avez cheminé à pied sur ces cheminements qui amènent d'un côté vers la gare et de l'autre côté vers Liévin. En fait, ces cheminements pédestres, donc qui sont aujourd'hui bétonnés et aménagés autour, en fait, se situent sur ce qu'on appelle les anciens cavaliers. Donc les cavaliers, ce sont tout simplement les voies de chemin de fer qui permettaient... Donc le lieu du musée était une mine. C'est-à-dire qu'il y avait un puits de mine, et le puits de mine est toujours là. Qui permettait aux mineurs d'accéder à la mine. Et vous avez donc les voies de chemin de fer qui d'un côté amenaient l'extraction du minerai côté gare, donc ça c'est le chemin que prennent aujourd'hui les visiteurs du musée pour aller à pied de la gare au musée, et de l'autre côté vers les terrils jumeaux, qui se trouvent, donc les terrils qui sont ces collines de résidus miniers, à proximité du musée, qui amenait les déchets de l'exploitation minière. Donc vraiment, le parc est pensé dans un lieu, dans une notion de mémoire du passé du sol, on va dire. Voilà, donc j'invite madame à retourner à Lens. Ouais, voilà. Abonnez-vous. Alors, une dernière question, monsieur. Après, on passera à Loïc pour la situation montoise. Merci. Marc Gosset, architecte. Vous avez déjà en partie répondu à mon questionnement là tout de suite. Moi, je trouve que l'architecture de ce musée est loin d'être banale. Elle prend une position architecturale courageuse, peu souvent prise, qui est de se mettre au service des œuvres, mais elle est loin d'être banale. Elle a une qualité assez extraordinaire, je trouve, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai que la muséographie est ce que vous avez raconté, etc., mais je trouve en tant qu'architecte que l'on ne met pas assez en avant la qualité de cette architecture et de l'approche architecturale. Je suis arrivé un tout petit peu en retard, vous l'aviez peut-être fait au début de votre intervention, mais on ne cite pas souvent le nom de l'architecte. Et je trouve que c'est injuste. Voilà. Donc je voulais rétablir un peu et attirer l'attention sur la qualité absolument extraordinaire de cette architecture. Alors, je vais juste dire deux mots là-dessus. Il y a vraiment, là pour le coup, c'est bon, parce que j'évoque le projet dans sa globalité aujourd'hui, mais encore une fois, mon métier au quotidien, c'est de communiquer sur ce musée. Ça a vraiment été, parce que une difficulté, enfin, difficulté, c'est pas le bon mot, mais on va dire quelque chose qui a été compliqué à gérer, parce que dans la plupart vous prenez tous les musées qui ont inauguré ces 25 dernières années, l'architecture faisait partie du message de communication à l'inauguration, voilà, et ne serait-ce que le dernier qui a eu lieu en France, le musée des Confluences, on a plus parlé de l'architecture que du musée lui-même. Donc, je pense qu'effectivement, je comprends ce que vous ressentez là, parce que chez nous, ça a été l'inverse. Faut quand même pas oublier qu'en 2004, quand on a sorti Sanaa de l'enveloppe, les gens disaient c'est qui? C'est une ville au Yémen, je comprends pas. Bon, bref, ils étaient absolument inconnus. Ils n'avaient aucun projet finalisé en Europe à ce moment-là. Ils avaient je pense que le Rolex Learning Center à Lausanne était en construction, mais n'était pas livré. Ça a vraiment été un choix audacieux, parce qu'il faut bien vous imaginer que des élus locaux à qui on a dit il y a le Louvre qui va venir à Lens, ils se sont dit youpla boum tralala tsum tsum, on va avoir Jean Nouvel, Zaha Hadid ou quelqu'un comme ça, et ça va faire du peps médiatique. Mais ça a été un choix qui a été totalement à l'opposé qui a été fait.
Et donc du coup, je comprends ce que vous dites, et effectivement, entre guillemets, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ils ont fait une architecture qui est au service des œuvres. Donc on a beaucoup parlé de la muséographie, des œuvres, de ce concept-là, mais du coup, l'architecture est passée un peu au second plan. Je pense que vous avez tout à fait raison.